Et salut à tous, c'est Jody des Livres de la Crypte. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que vous connaissez bien. Il s'agit d'un update. Comme à chaque fois, je vais vous parler des livres du coup que j'ai lus dernièrement et je vais vous dire ce que j'en ai pensé. J'ai pas mal lu en plus dernièrement. En fait, je vous fais les updates à chaque fois en décalé. Sur Insta, vous avez mes lectures en temps réel puisque je vous publie les critiques directement après la lecture. Et sur YouTube, vous les avez un peu en décalé par rapport à Insta, ce qui fait que forcément ça s'accumule pas mal. J'ai à vous présenter du coup pas mal de choses. On va commencer de ce pas. J'ai lu L'Associé du Diable de Andrew Neiderman, qui était une bonne lecture dans l'ensemble. Pas un coup de cœur, c'était sympa, mais c'était pas extraordinaire, mais c'était sympa. Vous avez été beaucoup à me dire que le film était extraordinaire. Je ne savais pas qu'il y avait un film de L'Associé du Diable avant d'avoir ce livre entre les mains, puisque voilà, sur la couverture, vous avez ces fameuses couvertures où en fait il y a la cover du film et pas du livre. Je pense que je vais regarder un de ces quatre parce que ça a l'air sympa. Et vous m'avez tous dit qu'il faut absolument le regarder, donc je regarderai le film. Concernant le livre, en fait, on va suivre l'histoire de Kevin. Kevin, c'est un avocat. Et donc, il est dans un cabinet actuel et puis il se voit proposer un poste dans un cabinet qui a l'air extraordinaire. Et plus qu'un poste, puisque, en fait, on lui propose carrément d'avoir un appart avec son poste qui serait tout frais payé. Chez Milton & Associates, voilà pour cet accent anglais terrible. Et donc du coup on lui propose un très bon salaire, une vie de rêve en fait, tout bêtement, ce qu'il va accepter, mais peu à peu il va voir des choses un petit peu étranges et il va se demander qui est vraiment son patron. Vous avez saisi, et on est dans une histoire un petit peu diablotine, un peu dans ce délire là quoi. C'était une bonne lecture dans l'ensemble, mais pas un coup de cœur parce que en fait il y a une très très longue mise en place dans ce roman. On vous présente tout le contexte, tout le truc et tout, et je pense que l'auteur a essayé de faire un crescendo un petit peu de l'inquiétude, mais c'est pas forcément hyper réussi dans le sens où c'est trop long. Voilà, c'est trop long. On est dans un roman qui fait quand même qui fait 300 pages, ce qui n'est pas excessif. On est sur une longueur de roman assez classique. Et pour autant, j'ai trouvé ça très très long. J'ai trouvé la mise en place beaucoup trop longue en fait. Le tout de l'action arrive surtout à la fin. Et non, c'était un petit peu trop lancinant pour moi. C'était efficace tout de même parce qu'on arrive à être accroché dans l'histoire. On a envie de savoir ce qui va se passer. On est attaché à nos personnages et c'était tout de même une lecture extrêmement fluide. Donc un bon roman d'horreur que je vous conseille, mais un petit peu trop long à mon sens. Ensuite, j'ai lu The Hunt of Fear, le tome 4. Voilà, vous le saviez déjà, il fallait que je finisse ces anthologies de comics d'horreur qui sont extraordinaires. On est dans des comics d'horreur ici des années 50. Je vous montre toujours les dessins qui sont superbes en noir et blanc, ou qui sont dans la même veine que les Tales from the Crypt en fait. Donc les contes de la crypte. C'est extraordinaire, toujours la même chose. Des histoires où soit les personnages prennent leur karma, soit ils prennent cher juste comme ça. Très efficace, des lectures très amusantes. J'ai trouvé ce tome 4 peut-être un petit peu plus fade que les autres, mais c'est quand même de très très bonnes lectures, c'est très agréable, donc je ne peux que vous le conseiller si vous aimez les petites histoires d'horreur assez fun. Ensuite, j'ai fini ma relecture des Death Note. Donc le tome 4 et le tome 5 dans ces Black Edition qui sont absolument extraordinaires, et c'est un manga qui est juste excellent. C'est un seinen, donc un thriller dans la veine des thrillers, thriller fantastique, où on suit le personnage bien sûr comme vous le savez tous de Light Yagami qui va trouver un Death Note et qui du coup va décider de faire justice pour le monde. Et on va suivre en fait ses mésaventures, qu'est-ce qui va lui arriver, comment ça va se passer. C'était super, une fin exceptionnelle. C'était une très très bonne relecture. Je ne peux que vous conseiller de lire ce manga si ce n'est pas déjà fait. Je n'en dirai pas plus puisque je vous ai déjà, comme pour les The Hunt of Fear, bassiné suffisamment avec cette ref, et clairement lancez-vous si ce n'est pas déjà fait. J'ai constaté néanmoins un petit truc que j'avais pas constaté quand je l'avais lu quand j'étais plus jeune. C'est le sexisme de Light en fait. Il y a une page où carrément il dit les femmes sont trop stupides et il rigole en mode voilà. Enfin c'est voilà. Mais après ça me dérange pas dans ce manga parce que Light de toute façon est un personnage que déjà lorsque j'étais jeune ado et que
je trouvais assez détestable, hein. Donc c'est pas un truc qui m'a gêné dans le manga, mais c'est un truc à savoir quand même. Mais très 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 bon, très 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 bon Death Note. Ensuite j'ai lu Au Seuil des Ténèbres, c'est une anthologie de nouvelles horrifiques recueillies par Richard Chizmar, et en fait ce sont des nouvelles horrifiques qui sont retenues de la revue Cemetery Dance, et donc Richard Chizmar a fait sa petite sélection. C'était un recueil de nouvelles excellent, franchement il faut le dire, c'était très très bien. Très souvent je vous dis que les recueils de nouvelles, je suis assez mitigée dans la qualité, c'est-à-dire que il y a des nouvelles qui sont extrêmement bien et d'autres qui sont moins bien. Ici vraiment j'ai aimé franchement les 3/4 des nouvelles que j'ai lues, et même quand c'était pas des coups de cœur, c'était des nouvelles où genre j'étais en mode ouais c'était sympa, mais sans plus quoi. Mais franchement sinon il y a des histoires qui sont vraiment extraordinaires dans ce recueil, et puis on explore vraiment tout un tas de thématiques de l'horreur qui sont superbes quoi. Et vous avez, je ne crois pas que je vous l'ai précisé, mais bien sûr plusieurs plumes, hein. Voilà, on est sur plusieurs auteurs bien sûr, Poppy Z. Bright, Jack Ketchum, Stephen King, Joe Lansdale, Richard Lemon, Graham Masterton, bref des grands noms de l'horreur qui en fait font partie de ce recueil. C'était vraiment vraiment top. Ça faisait longtemps que j'avais envie de lire ce recueil et j'ai pas été déçue. J'ai lu Cochrane versus Cthulhu de Gilberto Villarroel. Ça aussi c'est un livre que j'ai envie de lire depuis très longtemps et qui traînassait un peu dans ma bibliothèque, et je me suis dit non, il faut absolument que je le lise en cette fin d'été, parce que c'est un livre que j'aurais sûrement pas envie de lire cet hiver, parce que clairement on est dans une ambiance un peu navire, on est dans une ambiance très très marine si vous voulez, donc je me disais cet hiver ça va peut-être pas forcément être mon délire, donc il fallait absolument que je le lise maintenant, et franchement j'ai pas été déçue, c'était super. Moi personnellement, voilà, ce roman a un aspect historique. Moi, c'est pas l'aspect historique qui m'a embarqué, c'est plutôt l'aspect fictionnel, enfin le côté fictionnel de cette histoire, hein. Voilà, il y a une empreinte historique, mais moi c'est plutôt le côté fictionnel qui m'a entraîné. On va raconter du coup, on est en 1815, on est à Fort Boyard, voilà. Vous connaissez tous Fort Boyard, et en fait, on a le capitaine qui jubile puisque il vient de capturer l'ennemi numéro 1 de Napoléon, qui n'est autre que Lord Cochrane. Ce dont il ne se doute pas, c'est qu'il va être en danger, et en grand danger, non pas par Monsieur Cochrane, mais bien par d'autres forces venues d'ailleurs, des forces Lovecraftiennes qui vont s'attaquer à eux. C'était une très très bonne lecture, moi j'ai beaucoup aimé. On est vraiment dans une empreinte qui est très intéressante en termes d'univers Lovecraftien, avec la présence de multiples créatures. Voilà, en fait, ce dont j'avais peur qu'on soit dans un roman plus historique que fantastique ou horrifique, et ça n'a pas été le cas. Voilà, ça n'a pas été le cas. On a quand même des explications, voilà, de contexte, de mise en place, etc. Mais on a une très très grosse empreinte Lovecraftienne et fantastique dans ce récit que j'ai trouvé vraiment super. C'est très épique. Voilà, on a beaucoup de combats. C'était vraiment top. L'action ne s'arrête jamais, ce qui rend le truc très très intéressant. Je pense que je vais continuer du coup cette saga, même si je ne sais pas à quoi m'attendre pour les prochains tomes, mais je pense que je vais continuer. C'était franchement une bonne lecture dans l'ensemble, que je vous conseille si vous aimez un petit peu ces univers justement. Ensuite, j'ai lu Le Coup de la virilité de Lucille Pétavin. C'était hyper intéressant. C'est un essai qui en fait nous explique ce que coûtent les comportements virils, principalement dans la virilité toxique, hein, à la société et à la France en règle générale. C'était super intéressant. En fait, on a deux parties dans ce récit. On a une première partie qui va nous expliquer d'où résulteraient ces comportements virils et complètement stupides, ces comportements violents, voilà, puisqu'il s'agit véritablement de comportements violents, hein, qui sont décrits dans ce livre. Donc en fait, on va expliquer d'où ils résulteraient et pourquoi les hommes n'étaient pas du tout destinés à avoir ces comportements-là, mais que c'est bien la société et en fait quelque part notre culture qui a créé en fait ces mécanismes-ci. On parle autant du côté de l'homme que de la femme, ce qui était très intéressant en fait. De cette influence finalement de la société et de la culture.
sur notre mode de fonctionnement. Donc la première partie, vraiment, je l'ai trouvée très très intéressante. Il y a des chiffres édifiants d'ailleurs, et c'est très intéressant puisque ici l'autrice cite ses sources en fait à la fin du récit, ce que j'ai trouvé vraiment vraiment super. Et dans une deuxième partie, on est vraiment dans un aspect un petit peu plus économique où l'autrice va quantifier le coût de ses actions pour la société. J'ai trouvé ça, franchement, j'ai beaucoup aimé ce livre, je l'ai trouvé très très intéressant. Voilà, on en fait ce qu'on veut en fait. Je peux pas vraiment vous donner d'avis à ce sujet puisque je pense que on est sur quelque chose vraiment de très subjectif. Dans le sens où les points de vue ne sont pas les mêmes d'une personne à l'autre. Effectivement, ça dépend ce que vous pensez. Moi, c'est un texte qui m'a beaucoup touchée, que j'ai trouvé très intéressant, très important aussi, parce que ça mettait en lumière vraiment des mécanismes de fonctionnement et qui étaient vraiment nuls en fait, et ça permettait aussi une certaine réflexion pour le lecteur. Donc j'ai trouvé que c'était un texte vraiment bien fait. Ensuite, j'ai lu L'épée des 50 ans de Mark Z. Danielewski. Je vous avais dit que j'avais envie de lire d'autres livres de la plume de cet auteur, puisque La Maison des Feuilles est un de mes romans favoris. Ça a été une lecture, une très grosse lecture, La Maison des Feuilles. Et pour autant, une fois que tu as fini de le lire, tu te dis que c'est prodigieux. Et donc j'avais très envie de lire d'autres livres de la plume de cet auteur. Je l'avais acheté d'occasion, vous pouvez le voir ici. On a une petite étiquette de bibliothèque qui a été rayée avant que je le reçoive. Et ici on est dans un récit tout aussi ovni. C'est-à-dire que Danielewski, j'en ai l'impression, aime beaucoup jouer avec la forme, les mots, l'écriture. Voilà, il aime beaucoup faire des choses un petit peu qui sortent un petit peu de l'ordinaire à ce sujet-là. Et dans L'épée des 50 ans, c'est toujours le cas. On va en fait suivre un homme qui en fait va raconter une histoire au cours d'une soirée à des orphelins. Voilà, il va raconter une histoire très sombre et fantastique, très inquiétante. Donc on va écouter cette histoire, on va la suivre en même temps que ses enfants. C'était génial, franchement c'était génial. On sent une ambiance pesante, on sent quelque chose de sombre, on sent quelque chose d'étrange tout le long de ce récit, et c'est hypnotisant d'une façon qui est très impressionnante. On a aussi de très très belles choses à l'intérieur de ce livre, puisque comme vous avez pu le voir, on a en fait des broderies, des petites broderies qui nous suivent tout au long de cette histoire et qui participent vraiment à l'immersion. C'est un très très bon récit. Là encore, des couleurs, des systèmes de couleurs, voilà, qui sont mis en place par Danielewski pour finalement redécouvrir son texte d'une autre façon. C'est fascinant, c'était hypnotisant. Un récit que je qualifierais d'onirique et d'atmosphérique plus qu'autre chose en fait. Mais vraiment, je ne peux que vous le conseiller si vous aimez les récits un petit peu ovni. Mark Z. Danielewski en règle générale, voilà, puisque là j'ai encore d'autres livres de lui dans ma bibliothèque qu'il faut que je lise et que j'ai hâte de découvrir, parce que clairement on a toujours des trucs très surprenants avec lui, donc c'est super. J'ai lu également un livre en anglais, j'ai lu Gone to See the Riverman de Christopher Triana sur ma Kindle. Et ben j'ai été déçue, j'ai été grave déçue. En fait, je m'attendais à adorer ce roman et ça n'a pas du tout été le cas, et du coup j'étais en mode mais non, j'étais trop déçue, parce que j'ai vu que des avis dithyrambiques sur ce récit en fait sur Goodreads, et quand je l'ai lu après, et ben j'avais envie de continuer, et en même temps je me disais mais putain mais c'est nul. Dans ce roman, on va suivre l'histoire d'une jeune fille. Cette jeune fille, elle est amoureuse d'un serial killer. Et elle communique avec lui très souvent par lettres, par courrier, etc. etc. Et en fait, ce cher monsieur, donc son cher et tendre, va lui demander une mission. Il va lui demander d'aller près d'une forêt, carrément dans une forêt, pour aller récupérer une clé et aller voir ce fameux Riverman, donc l'homme de la rivière. Elle, amoureuse transie, va accepter cette mission et va y partir avec sa sœur. Sauf que, vous vous en doutez, tout ne va pas se passer comme prévu, ils vont se rendre compte qu'il y a des choses très bizarres dans cette forêt. Ok, le résumé est posé. Sauf que, j'ai été giga déçue, parce que, mais c'est pas crédible, ce n'est pas crédible. Déjà, ce n'est pas crédible. Voilà, déjà de base, ce n'est pas crédible. Cette jeune fille, elle est amoureuse d'un serial killer, ok, il faut se mettre dans le contexte. Et puis, elle voit des trucs horribles et elle se dit, mais c'est horrible.
mais meuf, tu t'es prise d'amour pour un tarif fini. À quel moment es-tu surprise de voir des trucs horribles à l'endroit où il te demande d'aller? Enfin, je veux dire, je sais pas. Il y avait des trucs vraiment, c'était pas cohérent du tout. Je trouvais les personnages très agaçants également. C'est-à-dire que je me suis attachée à aucun personnage et au-delà de ne pas s'y attacher, parce que ça c'est pas forcément grave, ça m'est déjà arrivé et pour autant j'ai adoré certains récits. Il m'agaçait profondément et donc du coup ça le faisait pas parce que ben voilà, non seulement je m'attachais pas, mais en plus ils m'agaçaient dans leur comportement, je comprenais pas le délire quoi. Je suis pas du tout rentrée dans cette histoire, j'ai pas du tout aimé. Peut-être que je suis totalement passée à côté, peut-être pas, mais en tout cas ça l'a vraiment pas fait. Voilà, il faut le dire quoi. Il faut le dire, ça l'a pas fait. Et enfin, pour les livres, j'ai lu L'Enfer, c'est à quel étage de Serge Brussolo. Ça faisait longtemps que j'avais envie de lire un autre Serge Brussolo parce que l'épave, j'avais bien aimé, mais j'avais quelques hicks. C'est un peu toujours la même. Dans L'Enfer, c'est à quel étage. C'est un peu toujours la même chose. J'aime bien en fait. J'ai bien aimé cette histoire. Je l'ai trouvée haletante, j'ai trouvé intéressante. Je l'ai bouffée en une journée pour vous dire, donc c'est que c'était quand même assez bien, hein, parce que tu bouffes pas un roman en une journée si t'es pas prise dedans. Mais il y avait des hicks. Pour le résumer, en fait, on va parler de Jeanne. Jeanne, elle se fait accepter en tant que modèle nu par un sculpteur. Et ce sculpteur, il va lui proposer en fait de prendre un appartement pas loin du studio pour qu'elle puisse travailler et qu'elle soit toujours près de l'endroit où elle pose pour lui. Et donc Jeanne, elle va arriver dans cet endroit très étrange, un endroit où elle va très vite se rendre compte qu'il se passe des choses très bizarres et dans lequel elle va commencer à avoir peur. En gros. C'est un récit que j'ai bien aimé parce qu'il y a beaucoup d'action, c'est haletant, l'ambiance elle est posée, c'est intéressant, tu tournes les pages inlassablement, t'es prise dedans. Pour ça, j'ai trouvé ça vraiment top. Voilà, pour moi, dès qu'un récit est haletant et que t'es pris dedans déjà, il y a quelque chose. C'est que déjà vraiment il y a quelque chose d'intéressant. Néanmoins, le petit que j'ai avec ce récit, c'est que c'est pas crédible, c'est pas vraisemblable, c'est pas vraisemblable. Il y a des moments où je me disais vraiment non mais c'est pas possible, genre c'est pas du tout crédible. Notamment par exemple notre héroïne, donc cette fameuse Jeanne, notre personnage principal qui se retrouve en danger. Hein, en fait on va lui dire, il va lui arriver des trucs trop bizarres, mais dans les premiers jours où elle y est dans cet appartement, et elle reste quand même. Et puis à un moment donné, t'as quelqu'un qui lui dit non mais il faut vraiment que tu te casses, tu sais, c'est inquiétant, ça craint là-bas, vraiment, t'es dans la merde. Et Jeanne elle se dit ouais mais je verrai, ok, c'est pas grave. Ouais ok, mais ok ouais je sais, dans les films d'horreur c'est aussi le cas. Dès qu'il y a une lumière inquiétante ils y vont, alors que toi tu sais que t'y vas pas. Et c'est pour ça que ça m'a pas non plus gâché mon plaisir de lecture, parce que je me disais ouais, on est dans un récit d'horreur, ils font toujours des trucs complètement stupides, les personnages. Mais quand même, des fois, j'étais là en mode, ouais, non, mais t'es quand même, tu le sais en plus que t'es en danger. Tu le sais, alors pourquoi tu restes? Et il y avait, alors je comprends, il y avait cet aspect où parfois dans le récit, le personnage de Jeanne nous faisait comprendre que, clairement, elle était comme hypnotisée un petit peu par cet endroit et que attirée par cet endroit, par la personne pour laquelle elle bossait, etc. Je comprends. Il y a cet aspect-là. Mais c'est pas assez développé. Donc en fait, si vous voulez, on peut pas être certain que c'est pour ça qu'elle y reste. Et du coup, ouais, sur ça, je trouvais que c'était pas forcément hyper vraisemblant. Des fois, j'étais un peu mitigée, quoi, on va dire. C'est ce qui fait que c'est pas le coup de cœur de l'année, quoi. C'était sympa, mais c'est pas le coup de cœur de l'année. C'est que il y avait vraiment des problèmes parfois de véracité. Et vous verrez à la lecture. En tout, c'est un bon Brussolo quand même. Hein, je me suis quand même éclatée. Mais c'était pas très crédible parfois quoi. Ensuite, pour les livres, donc j'en ai terminé, je vais vous parler des séries et des films que j'ai vus. J'ai regardé sur Netflix Selling the O.C. C'est dans le même délire pour ceux qui connaissent que Selling Sunset, c'est-à-dire un peu un truc du style Real Housewives of Beverly Hills. Si vous aimez pas les trucs de télé-réalité complètement teuteux avec des femmes riches qui se crêpent le chignon, cette série ne sera pas faite pour vous.
voilà, il faut le dire. Là, on suit, comme dans Selling Sunset, un des agents immobiliers du comté d'Orange qui bosse, voilà, et qui vendent des baraques de malades et qui, en parallèle, vont avoir des histoires et vont se chamailler. Moi, j'ai adoré, hein, comme c'était le cas dans Selling Sunset. J'aime beaucoup les séries comme ça me fait beaucoup rire, j'aime beaucoup. Voilà, je suis prise dedans, j'adore l'ambiance, j'aime beaucoup. Donc, clairement, j'étais à fond dedans, j'ai beaucoup aimé. Fin de la parenthèse. Si vous aimez ce genre de série, regardez-le, regardez-la, sinon passez votre chemin parce que clairement, non, ce ne sera pas pour vous. Et enfin, j'ai découvert une série, une pépite, mais je ne m'y attendais pas du tout. C'est une série qui est tirée d'un roman en anglais, hein, qui n'a pas été traduit en français et que je connaissais pas avant de regarder la série. C'est Devil in Ohio. Je l'ai regardé sur Netflix. On est clairement dans du folk horror. J'adore le folk horror et vous devez le savoir parce que je vous en présente assez régulièrement sur cette chaîne. Et qu'est-ce que c'est bien. C'est tout ce que j'aime, hein, dans une série. Donc forcément, vous n'allez pas être surpris quand je vais vous raconter le résumé et que je vous dis là actuellement que j'ai adoré. En fait, on est dans une histoire où une psychiatre, voilà, un beau jour, va s'occuper d'une jeune fille. Cette jeune fille, elle s'est échappée d'un endroit. Voilà, elle s'est échappée d'un endroit et on comprend très très rapidement, c'est pas un spoil, hein, on comprend très très rapidement dans la série qu'elle s'est échappée d'une secte. Voilà, d'une secte satanique. Et cette jeune fille, en fait, elle va s'installer chez cette psychiatre en attendant de trouver une famille d'accueil. Et donc, on va suivre finalement les péripéties de cette jeune fille. Qu'est-ce que c'était bien! Oh, qu'est-ce que c'était bien! On est dans une série très bizarre. C'est-à-dire que on mélange le thriller, mais en même temps, on ne sait pas s'il n'y a pas un peu de fantastique. Et on est toujours dans cette ambiance très inquiétante. Il se passe 4000 trucs par épisode. C'est-à-dire que tu peux même pas ne pas être attentif devant un épisode parce que chaque élément a son importance. Moi, franchement, j'ai été conquise complet. Il y a des gens à qui ça plaira pas parce qu'on est quand même dans une vibe un petit peu ado et tout. Parce que originellement, d'après ce que j'ai compris, c'était un roman d'horreur young adulte, hein, donc on est quand même dans cette vibe un petit peu ado, hein, voilà. Mais qu'est-ce que c'est bien! C'est une ambiance que j'aime beaucoup, et je peux que vous conseiller cette série si vous aimez ces thématiques, parce que franchement, une pépite quoi. Et enfin, pour les jeux, j'ai joué à Dagon sur Steam. D'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés, le Twitch est d'ores et déjà mis en place. Il ne me reste plus qu'à streamer. Peut-être que lorsque vous allez regarder cette vidéo, j'aurai déjà streamé. Je ne sais pas encore, c'est possible. Mais si vous êtes intéressé à venir sur Twitch, n'hésitez pas, le lien est dans la barre de description de cette vidéo. J'y serai principalement pour discuter avec vous, mais également pour jouer en ligne à des jeux. Donc si cela vous intéresse, n'hésitez pas à nous rejoindre, ce serait avec grand plaisir. Et donc, parenthèse terminée, j'ai joué à Dagon donc sur Steam. Dagon, c'est un jeu immersif, c'est un jeu d'histoire, c'est un jeu de scénario, c'est-à-dire que on va tout simplement nous, en tant que joueur, assister à la narration de Dagon de Lovecraft. Voilà, une histoire, une nouvelle assez connue de Lovecraft, une de mes nouvelles favorites d'ailleurs. Et nous on va assister à la narration. C'est un jeu où tu fais tout simplement défiler un texte et tu as de magnifiques paysages et graphismes qui se déroulent devant toi et tu suis cette histoire. C'est-à-dire que on n'est pas dans un jeu où véritablement le joueur est acteur, hein. Tu étais plus spectateur que acteur dans ce jeu-là. Et c'était extraordinaire. L'ambiance de cette nouvelle est extrêmement bien retranscrite. Les graphismes sont magnifiques. Franchement, tu t'en prends plein les yeux à chaque fois qu'il y a une scène différente. C'était vraiment, vraiment superbe. Si vous voulez vous plonger, parce que là c'est clairement le cas, hein, vous plonger dans l'ambiance de cette nouvelle de Lovecraft, je ne peux que vous conseiller de jouer à Dagon. C'était absolument magnifique. Et voilà pour cette vidéo. Donc j'ai terminé de vous présenter tout ce que j'ai lu, vu et tout ce à quoi j'ai joué durant ces derniers jours, ces dernières semaines, etc. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé, bien sûr, des références que je vous ai présentées ici, parce que cela m'intéresse forcément toujours, hein. Et puis, finalement, je vous fais de gros bisous et on se retrouve à très vite pour une prochaine vidéo.